Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la place de l'Union Européenne dans le commerce mondial et également au fonctionnement de la zone euro. Alors déjà, on va commencer par ce que vous voyez là, c'est l'Union Européenne. Tous les pays colorés font partie de l'Europe, enfin de l'Union Européenne. Tous les pays qui sont en jaune, ce sont les pays qui ont l'euro, et tous les pays qui sont en bleu, ce sont les pays européens de l'Union Européenne qui n'ont pas l'euro. Alors, vous avez normalement tous vu plus ou moins au cours de votre scolarité ce que c'est que le processus de construction européen. Donc je vais rapidement revenir dessus avant de passer plus longtemps à vous parler de l'euro en tant que prof d'éco. Si la construction européenne c'est pas un truc très clair pour vous, du coup vous me poserez plein de questions quand on se verra en cours et puis comme ça vous me verrez avec mon costume de prof d'histoire géo. Et ce sera très bien aussi. Alors, quelques petits chiffres pour commencer. L'Union Européenne, je vais dire l'Europe à chaque fois parce que ce sera plus court, mais Union Européenne. Donc l'Europe, c'est le premier des trois grands pôles de la triade. C'est un des plus grands marchés développés qui existent. Il y a 512 millions d'habitants dans tous les pays de l'Union Européenne. Le PIB par habitant est un des plus élevés au monde. En moyenne, on a pratiquement 41 000 dollars par habitant et par an. Et le PIB total de la zone euro est le deuxième au monde derrière les États-Unis avec 17 000 milliards d'euros. L'euro est de mémoire la monnaie la plus forte et une des monnaies les plus stables avec le dollar. Alors, ceci étant dit, petite brève histoire de la construction européenne. Grosso modo, on va même pas remonter jusqu'au début, le traité de Rome en 1957, il va mettre en place la CE, Communauté économique européenne, qui succède à la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, et il va instaurer un marché commun. Ce marché commun-là, il va également se développer avec une union douanière, et il va également y avoir les premières tentatives de financement pour essayer d'harmoniser les différentes régions de l'Europe, pour essayer d'avoir une Europe qui soit économiquement à peu près à un niveau de développement égal partout. En 92, on a le traité de Maastricht qui fonde l'Union européenne telle qu'on la connaît, qui est complété par le traité du Portugal de 2009. Le traité de Maastricht, il est très important puisqu'il va fonder le marché unique et il sera complété en 99 et 2000 par l'arrivée de l'euro qui va fonder la monnaie unique. Et si vous reprenez la carte qui est plus là, alors bon, voilà, vous voyez tous, il y a des pays qui ont l'euro, comme nous par exemple. Ça, voilà, vous connaissez tous. Celle-là, c'est une pièce italienne. Celle-là, c'est une pièce espagnole. Et des pays aussi dans l'Europe qui n'ont pas l'euro. Ça, c'est une pièce tchèque. C'est pas un euro. Ça, c'est un billet suédois. Les Suédois, ils n'ont pas l'euro. Alors, pour s'y retrouver un petit peu dans tout ça, il y a différentes étapes de la construction européenne qui correspondent à différentes étapes pour l'unification du marché européen. Tout au début, on a ce qu'on appelle le libre-échange. C'est-à-dire que le libre-échange, c'est ce qu'on avait au moment de la CECA, on supprime les droits de douane sur un produit ou tous les produits entre différents États. Grosso modo, vous voulez acheter, vous achetez une voiture en Allemagne, vous voulez la ramener en France, vous n'avez pas de droit de douane pour faire passer la voiture d'Allemagne en France. Ensuite, vous avez l'union douanière, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de tous vos petits pays, vous allez avoir des tarifs douaniers communs. Vous voulez faire importer un moteur pour construire votre voiture, que le moteur il rentre en France, que le moteur il rentre en Allemagne, que le moteur il rentre au Royaume-Uni ou qu'il rentre en Slovaquie, vous allez payer la même chose. Et une fois que vous êtes à l'intérieur de cette union douanière-là, il y aura libre circulation du bien. Ensuite, nouvelle étape, on va faire exactement la même chose avec le marché commun. Et le marché commun, donc c'est les biens, les capitaux, les marchandises. C'est-à-dire que vous rentrez en Slovaquie, vous avez le droit d'aller vous promener librement jusqu'à Gibraltar. Si vous êtes un capital, là vous êtes ça, pareil, vous rentrez dans un des pays de l'Europe, vous êtes taxé une bonne fois pour toutes, et après vous pouvez vous promener librement entre les pays européens. Ce qui va fortement favoriser, dynamiser le commerce entre les pays européens et provoquer une croissance importante pour les pays membres de l'Union européenne. C'est aussi pour ça qu'au début il y avait 6 pays et maintenant on est à 28 pays, puisque les pays qui sont membres de l'Union européenne sont favorisés. Puisqu'on a des économies d'échelle importantes, les pays ont tendance à plus se spécialiser, ils vont faire plus d'échanges, les
prix vont avoir tendance à être plus attractifs pour les consommateurs, et donc plus de consommation, donc plus de production, donc plus de croissance, et tout va bien. Alors, à la base, on va revenir un petit peu là-dessus. Jusqu'en 99, on s'est arrêté au marché commun, hein, c'est-à-dire qu'on a libre circulation des biens, libre circulation des capitaux et libre circulation des personnes. Vous avez des droits de douane qui sont les mêmes tout autour de l'Union et pas de droits de douane à l'intérieur. Vous pouvez passer, enfin les biens et les capitaux peuvent passer librement d'un pays à un autre, comme si vous passiez d'une région à une autre. Jusque-là, tout va bien. En 99, ça se complique puisqu'on a commencé à mettre en place la monnaie unique. Et ensuite, en 1er janvier 2001, 1er janvier 2001, on a mis en place l'euro pour les particuliers. Oui, moi, sachant que l'euro était utilisé avant par les entreprises, mais uniquement pour les virements de compte à compte. Alors, au moment où on a mis en place la monnaie unique, on a mis en place aussi ce qu'on a appelé un pacte de stabilité. Il y a 3 grands critères à respecter. Alors on va voir qu'il n'y en a plus que 2 maintenant qui sont respectés. Mais normalement, tous les pays qui sont membres de la zone euro devraient avoir une dette qui se limite à 60% de leur PIB. C'est cette règle-là qui est plus trop respectée aujourd'hui. On devrait avoir 3% de déficit grand maximum. Et on devrait avoir une faible inflation. Pas beaucoup de déficit, pas beaucoup d'inflation, ça c'est toujours des trucs qu'on a gardés. Ça s'appelle le pacte de stabilité. La conséquence, le corollaire, bref, avec la zone euro, grosso modo, on va arriver, il y a des pays comme la France, nous on a à peu près 60 à 70% de notre commerce qui se fait à l'intérieur de la zone euro, avec tous les 27 autres États membres de l'Union européenne. Des pays comme l'Allemagne où ils sont à 50%, la Grande-Bretagne bientôt ils sont plus là mais ils étaient à 30 ou 40%. Nous on fait partie des pays qui ont le commerce le plus important à l'intérieur de la zone euro, de l'Union européenne, pardon. Alors pour la deuxième partie, je vous fais pas... Bon si allez, je vous fais une deuxième vidéo, comme ça ce sera 2 parties, ce sera plus clair. A tout de suite.